Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Terre de rugby revient comme chaque mercredi. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Une émission un peu particulière ce soir alors que le FCG se dirige d'un pas encore hésitant vers les phases finales. Nous voulons savoir plus sur l'avenir proche et pour vous donner quelques billes sur le projet du club qui est en train de se mettre en place, nous avons convié son responsable que vous connaissez bien. Franck Orillon, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur du développement rugby au FCG, ancien demi de mêlée, ancien entraîneur venu des Landes, des fidèles à son club, le FCG. Il connaît sa carrière sur le bout des doigts pour l'avoir tellement tapoté sur son clavier et nous la retranscrire dans les pages du Dauphiné Libéré. Le patron des sports, Stéphane Pulzella, ça va ? Oui, très bien. Merci beaucoup, encore une fois, d'être avec nous. Votre numéro de rugby entre Rhône et Alpes vient de sortir. On va en parler en fin d'émission avec mon pilier gauche qui a dû se plier avec discipline, toujours au schéma de jeu écrit par son voisin d'en face aujourd'hui. C'est Guillaume Ménard. Bonjour aussi. A des bons souvenirs ? Ah oui, toujours, avec Franck, ouais. Ouais. Oui, bien sûr. Pourquoi Pourquoi ce ricanement ? Non, mais voilà, c'est un des entraîneurs qui m'a marqué. Donc, oui. On imagine tous. Allez, on va laisser une seconde à votre équipe pour revenir sur l'événement rugby à Grenoble le week-end dernier. Il restera dans l'histoire du 15 du Coq féminin. Direction le Stade des Alpes qui accueillait un crunch des 6 nations, comme on aime en voir de plus en plus. 4 ans après sa dernière visite à Grenoble, l'équipe de France féminine de rugby avait de nouveau donné rendez-vous aux Anglaises au Stade des Alpes. Bien lancées dans le tournoi des 6 nations, les joueuses du 15 tricolore ont pu compter sur le soutien d'un public indéfectible. Il y a beaucoup de clubs féminins dans la région et je pense que c'est l'occasion pour bon nombre de nos filles de venir voir jouer l'équipe de France, voilà, à côté de chez nous. Elles vont faire un bon match. Et j'espère qu'elles vont les gagner pour pouvoir leur prendre le titre, puisque c'est elles qui ont le titre du Grand Chelem. Et donc on va leur voler parce qu'on est meilleur qu'elles. Et voilà. Ça représente que le rugby, c'est pas que masculin et que voilà, on est là pour gagner. Et allez la France, hein, merde! À domicile, les Bleus ont démarré la rencontre en encaissant rapidement le premier essai. Le décalage sur dos et le premier essai de ce match. À la demi-heure de jeu, c'est l'arrière Jessie Trémoulière qui relançait les débats avant que Caroline Drouin ne permette aux 15 de France de prendre la tête peu avant la pause. En deuxième période, ce sont des Anglaises batailleuses qui ont pris le dessus sur tous les fronts. Un essai d'Amy Cockaine et une pénalité d'Ellie Kidune voyaient les Anglaises se rapprocher grandement d'un succès. À 3 minutes de la fin, le 15 de la Rose conservait toujours une avance de 4 points, mais c'était sans compter sur la redoutable Jessie Trémoulière qui délivrait son équipe dans les derniers instants. Une victoire sur la pelouse qui rapproche les Françaises du Grand Chelem, mais aussi une victoire en tribune avec un record d'affluence en rugby féminin. Je crois que la record d'affluence était 11 000. Et là, c'est vrai que 17 000, on ne s'entendait même pas sur le terrain. On sentait que le public était là et que voilà, il fallait emmener notre force aussi. Et eux, ils l'ont emmené, nous, on l'a emmené. Et le résultat final, on a gagné. Le fait que le public pousse aussi derrière nous, le fait de jouer chez nous dans un super stade des Alpes. Merci Grenoble parce que vraiment, c'était super et on en gardera un super souvenir. Si la manière a beaucoup joué dans les émotions vécues, ce crunch aura aussi permis de rappeler que l'intérêt pour le rugby féminin n'a pas fini de grandir. Alors Mathias, c'est toi qui étais notre envoyé spécial de ce match très spécial. Bonsoir.
Bonsoir Lucille. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. C'est un reportage qui est plein de passion, hein, décidément. Est-ce que tu as eu aussi des surprises au Stade des Alpes? C'est vrai que globalement, c'était une belle surprise, cette fête du rugby féminin. Sur le plan populaire, aussi sur le plan du jeu, je ne connaissais pas forcément mieux que ça le rugby féminin. Très tôt, on a su que le record allait tomber, ou en tout cas on allait s'en approcher. Dans le public, on a vu des connaisseurs, aussi du grand public, mais aussi beaucoup de clubs de rugby féminin qui étaient là un peu pour faire passer un message, pour dire que le rugby masculin ne vaut pas plus que le rugby féminin, ou en tout cas que les filles méritent autant de visibilité. Après, au niveau du jeu, techniquement, c'est vrai que c'est assez propre. Dans le jeu, on voit de belles choses. Après, c'est vrai que la différence se fait aussi au niveau de l'intensité. On voit pas la même force mise dans les mêlées, sur les touches ou dans les rucks, quoi. Et est-ce que, je ne sais pas si vous y étiez, messieurs, dans ces tribunes? Pour ma part, non. Devant la télé. Ah, devant la télé. Pareil. C'est déjà ça, Stéphane. C'était le crunch. à Paris. Et voilà, exactement. Pour le crunch. Pour les garçons, vous pensez que c'est un succès qui peut vraiment faire bouger les choses? Moi, je pense que oui. De toute façon, le rugby féminin, on le prouve de plus en plus, que ce soit à 15 ou à 7 d'ailleurs. Il y a une vraie effervescence autour. Moi, j'aime beaucoup ce jeu, qui est un jeu très direct, très chatoyant, qui peut inspirer. Franchement, il y a toutes les bonnes raisons pour que ça fonctionne. Toi, c'est ton cas, Mathias, tu as aimé le jeu? Ouais, au niveau du jeu, j'ai vu une différence. Après, dans l'évolution, les mentalités, on voit déjà qu'il y a 4 ans, elles étaient venues faire un crunch aussi ici à Grenoble. Et juste une stat intéressante, il n'y avait que 10 000 personnes dans le stade. Ce qui était très bien, c'est quand même déjà très bien pour l'époque, mais 4 ans après, 7000 supporters en plus, on voit une différence. Après, il y a aussi une stat intéressante, c'est le nombre de licenciés. En 2014, elles étaient 11 700 en France. Et puis en 2017, elles sont 17 100. Donc, c'est un sport qui est de plus en plus enseigné très tôt chez les scolaires aussi. Et on a peu de différence entre les filles et les garçons à ce niveau d'âge. Et du coup, elles jouent vraiment, même dans les clubs, ensemble, jusqu'à une certaine catégorie, dont j'ai oublié l'âge, mais elles jouent avec les garçons. Ouais, jusqu'à 15 ans. 15 à peu près. Jusqu'à une cadette. Et puis après, elle bascule sur les seniors. Et puis beaucoup de licenciés, notamment ici à Grenoble. Il y a une tradition féminine avec les Amazones de Sassenage. La preuve, c'est qu'elles ont d'ailleurs rejoint le FCG. Elles font partie de ce club désormais. FCG Amazon, effectivement, qui vont monter en première division l'année prochaine. 4 finales consécutives. On espère que cette année, elles vont enfin gagner un titre. Mais non, le rugby féminin à Grenoble se porte bien. Je pense que le sport féminin, de manière générale, se porte bien. Pas que le rugby, mais on voit aussi des compétitions de plus en plus médiatisées. Le rugby, le football se professionnalise aussi. Et on voit des niveaux de jeu. J'ai la chance de commenter le rugby à 7 aussi. Il y a des compétitions à 7 en rugby féminin et ça joue super bien, les maîtrises des rucks, des espaces. Techniquement, c'est de plus en plus propre. On voyait des déchets techniques il y a quelques années, un jeu au pied très court. Aujourd'hui, vraiment, ça a été pallié par du travail, par de la professionnalisation. Et aujourd'hui, le rugby féminin ou le sport féminin, honnêtement, est-ce que le temps d'apprentissage qu'on a eu chez les garçons avec un encadrement spécifique, finalement, c'est transféré très rapidement dans le rugby féminin, quoi. Ouais, et puis on a des féminines qui s'investissent totalement. Le public féminin, je pense qu'il a une particularité qui fait que quand ils pratiquent un sport, elles sont à fond dans le sport et elles ont envie de progresser et de prouver qu'elles ont le niveau aussi. Donc il y a quelque chose qui se passe et j'ai le sentiment qu'elles vont plus vite parce que plus d'engagement en tout cas chez les plus jeunes. Et Franck, est-ce que ça fait partie du développement du club? Le développement aussi du rugby féminin avec le FCG? Le club, c'est pas qu'une équipe professionnelle. Au FCG, il y a le quad rugby. Il y a le baby rugby, les 3-6 ans, qui marche très fort. Et le rugby féminin, bien évidemment, fait partie aujourd'hui du projet du club dans son ensemble. Donc oui, toutes ces composantes-là font que le club prospère et attractif aujourd'hui. Tu y reviendras, Mathias, au rugby féminin, du coup? Avec plaisir. Ouais. Bon, merci d'avoir été avec nous. À très vite sur ce plateau pour d'autres débats. On va accueillir une prochaine fois, d'ailleurs, probablement la semaine prochaine, d'ailleurs, les filles, les Amazones, qui vont rencontrer le Stade français. Ça sera dimanche, alors pas celui-ci, mais celui d'après. Donc, Stade français 2e. Donc, ça va être très intéressant. Allez, on va revenir sur notre équipe première et sur cette sortie bien décevante de votre équipe qui a donc été vaincue à Colomiers sans ramener le moindre point. Donc, une défaite 23-13 et encore le sentiment, Guillaume, qu'il y avait la place de faire bien mieux. Ouais, finalement, tant qu'on est sur des scores qui sont assez étriqués, finalement, ça joue à pas grand-chose. Après, voilà, Colomiers, c'est une équipe qu'on sait très joueuse,
qui joue crânement sa chance. Et puis voilà, nous, peut-être encore une période de doute, où on se pose pas mal de questions entre de quoi sera fait l'avenir, dans quel championnat on jouera l'année prochaine. C'est cette incertitude aussi de ces phases finales qui sont compliquées à gérer. Ouais. Sur le jeu, Franck, sans aller juste à commenter toute la prestation de cette équipe, la mêlée a encore beaucoup fait parler. Elle a été défaillante à certains moments du match. Est-ce que la clé, elle est ici, vraiment? C'est une des clés, effectivement. Donc, il y a ce premier essai refusé de Bastien avec un avant de un demi-centimètre qui fait que l'équipe aurait pu démarrer le match de la meilleure des façons. Et puis, effectivement, il y a des moments clés. Là, c'est une mêlée à 5 mètres importante, introduction Grenoble. On est encore au score et c'est vrai que là, une mêlée stable, en tout cas dominatrice, pour pouvoir au moins partager les ballons, aurait été satisfaisante. Mais oui, très clairement, la mêlée fermée a encore été pointée du doigt sur ce match. C'est un des secteurs sur lesquels on se pose pas mal de questions. Alors c'est lié, oui, il y a quelques blessures. On a Bekashvili, Arnaud au talonnage, Dardet, Jaco à gauche qui sont blessés. Oui. Du coup, il y a un roulement qui ne s'instaure pas. Et ça, c'est un peu difficile aussi. Et puis on est pour ciblé. La constance, parce qu'on parle souvent aussi de la richesse de votre banc. Oui, alors là, c'est très clairement la première ligne, c'est le secteur où on est le plus en difficulté depuis quelques semaines maintenant. Bekashvili a été blessé 3 mois, il revient contre Montauban, il fait une très bonne rentrée, on domine Montauban dans ce secteur-là en seconde mi-temps. Et malheureusement, il se reblesse gravement contre Narbonne, saison terminée. Donc on repart sur les mêmes schémas avec 4 piliers valides, 2 talonneurs valides, Keizé, un joker médical d'Arnaud. Donc oui, on bricole un petit peu en première ligne et ça se ressent sur le terrain malheureusement. Donc, mais là, ça avait été le cas. Hein. Du coup, vous aviez fait rentrer Alioz pour remplacer Deynas. C'est un petit peu stabilisé. Ouais, parce que Deynas a une difficulté sur ce match, alors que c'est un garçon expérimenté qui nous a tenu la baraque pendant de nombreuses années. Et c'est vrai que sur ce match, il a été en grande difficulté. Donc Ali a rectifié un petit peu le truc. Mais là, sur le coaching de Colomiers, là, à ce moment-là du match, voilà, il faut monter une première ligne fraîche face à des garçons un peu émoussés. Et voilà, après 4 mêlées consécutives, voilà, c'est la sanction, elle est logique. Ouais, avec cet essai de pénalité. Alors, en revanche, et ce qui peut aussi parfois réduire l'écart, c'est vraiment ces intentions de jeu qui parfois sont récompensées, parfois non. Mais en tout cas, ça joue. Elle joue, votre équipe. Elle défend aussi. Elle joue, elle tente des choses offensivement. Ouais. Elle a remonté les ballons de loin à l'image de Vitinha ici. On essaie de tenir le ballon du mieux possible. On a des structures à 3-4 joueurs intéressantes. Là, ce qui a fait défaut sur ce match, c'est le manque de continuité d'enchaînement qui fait qu'il y a eu, je crois, 15 en avance sur la partie, 20 turnovers. On n'a pas été très bon sur les... Voilà, on voit l'image des ballons qui tombent un petit peu, un manque de soutien, un manque de réactivité. Après, oui, les attentions sont là, mais si on souhaite conserver le ballon et enchaîner les phases de jeu, il faut être aussi performant sur les zones de contest, de ruck. Là, on a été souvent mis à la faute. Est-ce que ça ne vient pas d'un manque de densité, finalement, sur ces phases de ruck où on pêche un peu, finalement, alors qu'avec un peu plus de densité, d'agressivité, on a des libérations de balles qui seraient plus rapides? Je ne pense pas que ce soit lié à la densité, je pense que c'est lié à la réactivité du dernier passeur, à la réactivité des porteurs proche du porteur de balle, où on a un ballon tombé d'Ali, là très clairement, c'est une action qui est positive, on franchit le rideau, il y a une petite passe à assurer ou une continuité à assurer pour mettre la défense en danger. Donc voilà, toutes ces petites fautes-là qui font que l'équipe a eu du mal à être performante sur ce match. Le bilan, du coup, en tout cas, la conclusion que tu peux te faire ici, donc il reste 4 matchs, cette prestation-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'accrocher absolument un petit point de bonus qui aurait permis quand même de garder une certaine distance par rapport à Biarritz, qui revient beaucoup? Je pense qu'il y avait même la place de gagner ce match. Alors, Colomiers, effectivement, a été agressif en conquête. Courageux sur les zones de ruck, ils ont contesté pas mal de ballons, une grosse défense, mais je pense qu'avec un peu plus de rigueur et de maîtrise sur les fondamentaux notamment, c'est un match qu'on aurait pu remporter, très clairement. Alors du coup, ça n'a pas été le cas. Alors vos adversaires directs ne se sont pas mieux comportés sur cette journée. Biarritz a été très sévèrement battu par Perpignan 56-3. Mont-de-Marsan a été corrigé à Vannes. Et puis à noter le carton de Béziers à Narbonne, 68-21 pour Béziers, qui du coup revient à la hauteur de Biarritz et donc qui revient aussi à 2 points de Grenoble. Et puis les choses pourraient changer à l'issue de la prochaine journée, alors qu'il reste que 4 matchs effectivement. Vous vous déplacez de nouveau. Sachant que vos adversaires vont recevoir Biarritz reçoit Aurillac, Béziers reçoit Montauban, vous vous déplacez à Mont-de-Marsan.
Comment vous la sentez cette journée ? On rentre dans le money time, c'est-à-dire que là on est sur une fin de saison, il n'y a plus trop de calculs à faire, il reste 4 matchs, on en reçoit 2, on va 2 fois dehors, il faut faire au moins 3 sur 4 pour conserver cette 4e place synonyme de quart de finale à domicile, qui est clairement un des objectifs sur la fin de saison. Donc voilà, donc il n'y a plus trop de calculs, il faut aller à Mont-de-Marsan avec beaucoup d'intention, en essayant d'être plus performance sur les fondamentaux, sachant que Mont-de-Marsan est une équipe qui aime bien appuyer là où ça fait mal. Et pour les avoir joués, voilà, Guillaume connaît un petit peu la maison montoise, on sait très bien qu'ils vont travailler fortement sur ce secteur du jeu qui est la mêlée fermée, où ils vont tout faire pour le mettre en difficulté, on le sait. Vous avez des garçons qui reviennent cette semaine ? Malheureusement, on attendait Michael Capelli. Non, Michael, c'est trop juste. Duncan Keizé a toujours son petit problème à l'ischio, donc il ne sera pas présent non plus. Bon, Fifita pourra être présent heureusement sur le terrain. Lui qui est sorti sur une petite commotion contre Colomiers. Voilà, donc pas de grand chamboulement par rapport à l'équipe du week-end dernier. Donc on aura quasiment la même équipe, je pense. Ouais. Ah oui. D'accord. Bon, allez, partons de là. On voudrait savoir où se situe le club. Franck, tu es donc le directeur du développement rugby, donc depuis la saison dernière, c'est-à-dire responsable en gros de la construction de ce que va devenir le club à moyen terme, en tout cas, avec les moyens dont on dispose et ceux dont on peut effectivement se doter. En gros, ça va? J'ai bon là pour j'ai à peu près bon? Ouais, c'est ça. Voilà, ce qui implique donc... alors, on parle parfois d'homme providentiel. On sait que c'est pas ce qui fonctionne à long terme. En revanche, un homme providentiel sur la vision transversale du club. On sait que tu étais l'homme de la situation. On rappelle, hein, tu as été donc joueur, entraîneur, directeur du centre de formation. Et puis, tu as même aussi la connaissance du territoire, vraiment, avec tes responsabilités à la ville de Grenoble. Oui, tu as bien dressé le tableau. Ouais. Effectivement, Lucille... Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui se passe demain, c'est plutôt ce qui se passe après-demain. C'est-à-dire que le résultat, en l'occurrence, de dimanche contre Mont-de-Marsan, évidemment que je vais y prêter beaucoup d'attention et que j'espère que l'équipe va faire un bon résultat. Mais je me projette plutôt sur l'avenir, c'est-à-dire la construction de l'équipe professionnelle, certes, mais aussi le développement de notre formation, de nos structures d'encadrement, de performance, parce qu'il faut aujourd'hui qu'on performe et que ça passe aussi par des structures de performance de qualité. Aujourd'hui, c'est pas mal, mais je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. C'est aussi une vision transversale des tout petits jusqu'aux plus grands pour avoir une cohérence dans notre philosophie de jeu. Est-ce que le fait qu'on soit plus en top 14, pour toi, c'est moins de locomotive auprès des jeunes? Non, parce qu'aujourd'hui, on a quand même le premier centre de formation de France. On a aujourd'hui 3 jeunes en équipe de France U20, 5 en équipe de France U18, 3 en équipe de France U17. On a aujourd'hui, alors je ne sais pas si on a un coup d'avance sur les autres, hein, parce que ça va très vite à côté aujourd'hui, et aujourd'hui beaucoup de clubs investissent sur la formation. Mais en tout cas, il faut qu'on continue à faire partie des meilleurs clubs français sur la formation, parce que je crois que l'avenir des clubs professionnels, en tout cas de Grenoble, c'est qu'il y ait une formation de grande qualité pour pouvoir s'appuyer sur ces jeunes du terroir. Au-delà de la démarche de professionnaliser ou monter en compétence des éducateurs, qu'est-ce qui manque encore? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour développer cette structure FCG? Au niveau de la formation? Oui, au niveau de la formation. Continuer à développer les qualités de nos éducateurs, continuer à être performant sur l'innovation, sur le jeu, avoir une filière de formation qui fait qu'on a une même vision. On n'est pas sur le résultat d'équipe, mais sur le développement du joueur. En premier lieu, ça c'est le plus important pour nous. La notion du double projet, sportif, scolaire ou universitaire, ça c'est très important. Et puis les structures, l'accueil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe un petit cap sur la structure d'accueil, d'entraînement sur les jeunes, même si aujourd'hui on n'est pas trop mal. Hein. Mais quand on voit la vitesse où ça va à côté, il faut quand on va voir Clermont-Ferrand, quand on voit le centre du Racing, qu'est-ce qui nous manque et sur quoi on pourrait s'appuyer pour... Unité de lieu. Aujourd'hui, voilà, les parents, quand ils viennent à Bachelard, c'est pas très sexy, quoi. Et donc, il faudrait qu'on soit aussi en capacité à proposer quelque chose de plutôt sympa pour les parents, pour les jeunes joueurs, et qu'on redevienne attractif à ce niveau-là. Même si aujourd'hui, très clairement, quand on rencontre des jeunes joueurs, on en rencontre beaucoup, parce que c'est aussi une de mes missions. Projet contre projet, on n'a rien à envier au meilleur. Donc, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on a aussi un savoir-faire à Grenoble qui se différencie de pas mal de clubs. On a été le premier centre de formation de France, créé en 88. On a aujourd'hui cette étiquette de premier centre de formation français. On a eu 12 internationaux il y a 3 ans, 10 l'an dernier. On en a presque 10 cette année. Donc on a aujourd'hui
voilà, un vrai savoir-faire qui fait que beaucoup de gens se disent tiens, Grenoble, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que les gamins qui arrivent à Grenoble performent, se développent parce qu'on est aussi sur le développement humain et pas que sportif. Voilà. Avec un arrière, Gervais Cordin, qui est titulaire face au Pays de Galles pour les U20. C'est ça. Ouais. Du coup, voilà, ce qui est aujourd'hui on va dire la traduction exacte de ce que tu dis ici par rapport au contexte. On te voit là, et c'était il y a à peu près 1 an et demi ici, avec sur le terrain de ce centre de formation, avec les plus jeunes. On parle vraiment de cette vision très transversale que tu peux avoir, la connaissance de cette formation. C'est le petit Magellan là qu'on voit, on ne peut pas se tromper, c'est le même il y a quelques années auparavant. Voilà, un petit clin d'œil. On a ici ces garçons, ceux qu'on vient de voir, qui se situeront vraiment parmi ces fameux GIF dont on a vraiment tellement besoin, donc ces fameux GIF dans les 2-3 années à venir. C'est avec ça qu'il faut travailler aujourd'hui. C'est la politique sportive du club aussi. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui fait qu'on sait que dans 2 ou 3 ans, on ne pourra inscrire sur la feuille de match de l'équipe professionnelle que 8, 7, puis 6 non-GIF. Non-GIF, c'est des garçons qui n'ont pas été formés et passés par la filière de formation française. Donc on sait qu'aujourd'hui, globalement, il faut qu'on recrute des joueurs français ou qu'on forme du mieux possible. Et le problème qu'on rencontre, c'est que les meilleurs joueurs français sont tous pour la plupart sous contrat. Ils sont déjà pris. Voilà, les 10, 11 meilleurs clubs de top 14 ont verrouillé les meilleurs joueurs français pour les 2, 3, 4 années à venir. Donc la clé, c'est de continuer à détecter du mieux possible, à former du mieux possible, et puis à challenger des Français qui ont envie de s'inscrire dans notre projet club. Mais alors, pour resituer justement ce projet club, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui vous est demandé? Est-ce que c'est devenir le meilleur club du top 14 parmi les grosses écuries comme le Racing, comme Clermont, comme Toulouse, ou est-ce que c'est faire le mieux possible en fonction de ce qu'on a déjà aujourd'hui et donc jouer juste un rôle en top 14 et y rester? Qu'est-ce que c'est en fait? Déjà, c'est que veut devenir bien le identifier aujourd'hui où est-ce qu'on en est. On vient de subir une descente avec 22 départs. Voilà. Et l'intégration de beaucoup de jeunes. On a évidemment gardé quelques garçons importants. Arnaud, Fabien, Lucas, Nigel ou Stéphano, qui ne devaient pas être conservés par l'ancienne équipe sportive, mais que moi j'ai voulu avec le staff conserver parce qu'on savait qu'ils avaient un rôle essentiel. Donc on est quand même dans une phase de reconstruction. On est toujours en phase pour se qualifier et peut-être accéder au top 14, donc ça c'est plutôt positif. On sait que ça prend du temps aussi pour reconstruire. On n'est pas dans la même logique que Oyonnax ou Agen qui ont fait l'ascenseur Pro D2 top 14 parce qu'ils n'ont pas eu de départ. Ouais. Tu repars avec la même équipe et le même staff. Nous, changement de staff, 22 départs. Page blanche. Et pour écrire une histoire, ça prend un tout petit peu de temps. Donc oui, j'espère qu'on va être performant sur la fin de saison. Oui, j'espère que l'équipe va être gagnée en maturité, qu'on va gagner des matchs et pourquoi pas jouer et monter en top 14 dès cette année. Mais voilà, on sait que ça prend un tout petit peu de temps et que pour cela, il faut être patient. Il faut être patient et ça se construit. Parce que on se demande en fait ici aujourd'hui, vous êtes obligé d'avancer avec une équipe que vous n'avez pas recrutée. Cette équipe, ce n'est pas la vôtre. Donc on s'attend forcément à des changements. On voit bien que certains joueurs ne jouent pas. Cette année, n'ont pas du tout joué, n'ont jamais été sur une feuille de match. Donc où est-ce que vous voulez aller déjà sur la saison prochaine, sachant que on imagine tous que vous travaillez sur 2 options. Une option top 14, une option Pro D2 en cas de montée. Donc dans cette optique-là, oui ou non? Oui, sur le top 14, si tu montes, tu auras un peu plus de budget pour aller chercher 4-5 joueurs de plus. Mais avec les problématiques des non-gifs, où tu pourras qu'en inscrire que 8 sur la feuille de match. Donc ça ne sert à rien d'aller recruter des non-gifs pour aller chercher des non-gifs, même s'ils sont performants, parce que tu ne pourras pas les aligner. Donc aujourd'hui, on construit une équipe compétitive pour l'année prochaine, quelle que soit la division. Voilà. Ce qui implique des départs. Il y aura des départs. De toute façon, il y a des garçons qui sont en fin de contrat, qui ne seront pas renouvelés, mais voilà, comme ça se fait dans tous les clubs, là-dessus, il n'y a pas de souci particulier avec les joueurs. Dans la cible, est-ce que ça peut être des joueurs qui sont revanchards, qui ont ce niveau top 14, qui ont eu peut-être pas autant de jeux qu'ils auraient espéré, ou peut-être qui sont... Et de façon à ce qu'on puisse, même en Pro D2, avoir des gens qui soient capables d'évoluer sur au moins sur les 2 prochaines années, parce que c'est ça le deal. Hein. Ouais, le deal, c'est effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on a un niveau d'équipe qui est intéressant, mais que par rapport au niveau du top 14, aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. Quand on voit même des équipes comme Brive, Agen, Oyonnax, qui sont en queue de peloton, mais
avec les joueurs qu'ils ont aujourd'hui, on aurait un match difficile à jouer contre ces équipes-là, il ne faut pas se le cacher. Donc l'objectif, c'est de réduire l'écart. Et dès l'année prochaine, avoir une équipe la plus compétitive possible. Si on doit jouer contre ces équipes-là, on soit déjà au niveau. Il faut que la bascule soit soit plus rapide. Donc oui, c'est peut-être des garçons revanchards, des garçons qui sont en manque de temps de jeu, des garçons de caractère aussi, parce qu'on va rechercher ça aussi, des garçons qui ont envie de s'y coller, de s'y filer. Donc aujourd'hui, sur le recrutement qu'on est en train de construire, on travaille aussi beaucoup là-dessus, sur les qualités intrinsèques du garçon, techniquement parlant, mais aussi qu'est-ce qu'il a dans le ventre et qu'est-ce qu'il a envie d'apporter à cette équipe. Donc ça passe par tout ça. Donc c'est un recrutement qui... Comment on évalue ça? On rencontre dur, les joueurs, déjà. Ouais, mais... mais de toute façon, le potentiel d'entente d'un garçon, quand il arrive dans une équipe, ça, tu jettes un peu une pièce. Voilà. Donc tu appelles l'entraîneur qui l'a coaché, tu appelles les joueurs avec qui il a joué, et puis tu rencontres le garçon aussi. Hein. Aujourd'hui, on est quand même un des seuls métiers où on recrute sur CV ou sur vidéo. Et moi, ça, je ne peux pas le concevoir. Donc on est obligé de prendre des infos en amont, de rencontrer les gens, de voir un petit peu ce qu'ils ont effectivement à nous apporter ou pas. Et puis on fait ou on ne fait pas, mais sachant que le recrutement, ce n'est pas du 100% gagnant aussi. Hein. Et on fait aussi face à des contraintes budgétaires, hein, évidemment. Il faut qu'on fasse attention à notre masse salariale, on ne peut pas faire n'importe quoi aussi. On a un budget qui est ce qu'il est aujourd'hui, et si on reste en Pro D2, qui ne va pas évoluer, il ne faut pas se le cacher. Donc voilà, il faut qu'on fasse attention à tout ça. Et pour tout ça, pour mettre tout ça en place, tu es aussi sur le terrain, pas tout le temps. En tout cas, tu observes ces joueurs. Alors là, en particulier, lors du travail en mêlée, hein, comme on peut le voir ici. On parlait tout à l'heure des difficultés en mêlée fermée. En tout cas, ça bosse et ça bosse beaucoup à l'entraînement sur ce secteur, Franck. Moi, je m'appuie sur mes entraîneurs. Hein. Moi, je ne suis plus entraîneur. C'est plus mon métier. Je ne suis pas head coach, je ne suis pas directeur sportif de l'équipe professionnelle du club. Ce n'est pas mon métier. Par contre, moi, je fais entièrement confiance au coach. Aux 4 coachs, parce qu'il y a les 2 responsables qui sont Stéphane et Dival, mais il y a aussi Jérôme et Cyril derrière. Et moi, on se voit tous les jours. On fait des retours de match ensemble, on débriefe. Je fais du coach to coach aussi, c'est-à-dire que j'essaie de les manager un petit peu. Et moi, c'est eux qui sont avec eux au quotidien, c'est eux qui vivent les entraînements avec eux, c'est eux qui vivent les matchs avec eux. Donc sur les choix des joueurs, sur les choix stratégiques, c'est avec eux. Voilà. C'est en commun, en tout cas. Il y a une cellule de recrutement aussi. Alors, tu parlais de l'homme providentiel, mais c'est vrai que pendant de nombreuses années, le recrutement a été l'histoire d'un seul homme, du head coach généralement. Moi, quand je l'ai été, Fabrice ensuite, puis Bernard. Je ne pense pas que ce soit une très bonne chose. En tout cas, moi, ce n'est pas ma conception. Je suis plutôt un homme de projet. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, une équipe et une cellule de recrutement, donc il y a Michel Martinez, bien sûr, président délégué. Il y a Andrew Farley, qui joue un rôle essentiel, notamment avec des agents étrangers, parce qu'il y a des intermédiaires aujourd'hui qui s'appellent des agents, il faut bien les gérer. Il faut aller les voir. Il faut aller les voir, il faut être en contact bienveillant avec eux. Et puis vous avez le staff sportif. Et moi, je pilote cette cellule de recrutement là aussi pour élaguer un petit peu le chantier pour les coachs qui n'ont pas le temps de faire tout ça, parce que c'est un métier quasiment en soi, recruteur. Et évidemment, c'est tout le travail de scouting, de détection, de visionnage de match. Donc ça prend beaucoup de temps et c'est 2 heures de téléphone par jour avec les agents à peu près. Ça, c'est un peu nouveau. Hein. C'est hyper sympa. Voilà, c'est la belle partie du travail. Mais bon, on lâche pas. Alors, moi, il y a aussi toujours quelque chose que je trouve intéressant et qui doit être aussi difficile, c'est qu'on sait tous aussi que vous êtes des hommes et que parfois, il faut remercier des joueurs que vous êtes allés chercher à un moment donné. Je veux dire, il faut faire des choix. Là, dans ces cas-là, on fait un choix, on se tient à un projet, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'état d'âme. On fait des métiers où on fait des choix. Donc, c'est des choix qu'on assume du mieux possible. Après, c'est toujours pareil, c'est des choix qui sont préparés, anticipés. C'est pas des coups de tête. Hein. Oui, vous prenez personne en traître. Et voilà, et on se dit les choses. Moi, j'ai tendance à dire les choses et parfois, ça fait pas forcément plaisir. C'est le cas en ce moment. Si on veut pas faire des choix, il faut changer de métier, on fait autre chose. C'est le cas en ce moment. Il y a des moments pas faciles. On n'aimera pas de joueurs aujourd'hui, à moins que tu me poses la question, mais il y a des garçons avec un lien affectif très fort qui sont au club depuis des années, qui ont énormément apporté au club. Mais il faut savoir aussi tourner la page, parce que si on n'est que dans l'affect, on garde la même équipe pendant 10 ans et puis on n'avance pas.
Même en termes de rôle, en termes d'humain, par exemple, c'est pas forcément une priorité. Certains, oui, peuvent avoir un rôle en termes de gestion du mental, d'accompagnement des jeunes. On peut pas toujours se situer là-dedans. À un moment donné, il y a des choix et des profils que vous recherchez et certains joueurs, même historiques, ne correspondent plus à ça. On travaille sur l'équilibre de l'équipe. Hein. Ouais. Il y a les leaders de vestiaire, leaders de terrain, il y a ceux qui sont capables d'apporter une vraie plus-value sur le terrain en tant que joueurs. Voilà, on essaie d'amener un équilibre le plus cohérent possible à l'équipe. Et puis, c'est les coachs qui décident aussi. Hein, ce sont leurs joueurs, donc qu'ils aient aussi une façon de manager qui fasse que ça colle aussi. Donc, et puis, voilà, il y a des garçons aussi. Il faut une enveloppe financière à gérer, comme je disais tout à l'heure. Voilà, il faut qu'on fasse attention à tout ça, quoi. Ça ne doit pas être facile tout le temps, quand même. On n'a pas toujours le bon rôle. C'était simple, donc tout le monde pourrait faire ce métier-là aussi. Donc, non, c'est pas évident. Après, quand on est joueur, on perçoit ces moments où la page va se tourner. Tu y es passé. Hein, donc... Oui, enfin, j'y suis passé, mais je pense, faut pas se voiler la face, quoi. Les surprises sont très rares. Dès l'instant où les coachs savent expliquer les choses, prendre ce temps-là, alors après, pas tout le monde le fait, on est d'accord, hein. Mais tu vois vite les fins de saison, comment elles se dessinent. Hein, quand tu es moins titulaire, moins dans le groupe, que les gens... indirectement, on se sort tout seul du groupe. C'est rarement quand vous êtes capitaine d'un groupe titulaire avec des résultats que vous n'êtes pas renouvelé. Hein. Ça arrive, même sur le plan financier, on arrive à trouver des solutions. Des résultats sur une fin de saison, il reste 4 matchs, il reste peut-être aussi des phases finales, ça peut changer. Enfin, moi je pense qu'aujourd'hui, les garçons, ils sont sur une aventure humaine aussi. Hein, c'est peut-être leur dernière aventure avec le club pour certains, mais ils ont envie de vivre un truc sympa avec leurs coéquipiers. Et puis pour ceux qui souhaitent rebondir quelque part, il vaut mieux qu'ils soient quand même un tout petit peu performants sur la fin de saison aussi. Surtout pour les non-gifs, encore une fois, les places sont de plus en plus chères aujourd'hui. Voilà, trouver une place dans une équipe quand tu es non-gif, il vaut mieux que tu sois très performant parce qu'aujourd'hui, tous les clubs priorisent les jeunes joueurs français, très clairement. C'est la chasse aux gifs aujourd'hui. Alors, c'est que la cote, elle monte. Hein. Ouais. Et oui, malheureusement. Ah oui. On disait en aparté tout à l'heure, en coulisses, disait à Stéphane, le club va bien. En ce moment, en termes de matchs, là, présentement, ça va pas très bien, mais c'est un club qui va très bien. Ah ben le club vit très bien. Ouais, le club vit très bien, encore une fois, parce que hier, on a eu le lancement de la soirée du fonds de dotation. Oui, le fonds de dotation. C'est une première, donc on a valorisé toutes les actions sociales et sociétales que mène le club depuis de nombreux mois. Présidé par Daniel Jeunepin, donc le quad rugby, le baby rugby, le rugby féminin, rugby dans ma ville, donc le FCG dans ma ville. Donc voilà, c'est ces 4 actions-là qui prouvent que le club se porte bien aussi à ce niveau-là. Bon, l'école de rugby se porte bien, les équipes de jeunes, les sélectionnés, l'équipe U22 managée par Sylvain Bégon et Lionel Anselmo se porte bien également. Donc non, le club se porte très bien. Encore une fois, c'est la locomotive, c'est l'équipe professionnelle, mais ça, c'est un projet d'équipe qui fait partie du projet de club. Après, il faut le mettre ça en perspective par rapport aux attentes qu'il y a dans l'environnement grenoblois. Parce que vous avez plein de clubs de Pro D2 dans leur petite ville, ça leur va très bien d'évoluer en Pro D2. Ils savent qu'ils n'auront pas cette capacité financière à assurer le top 14. Mais voilà, là, c'est vrai que nous, on rêve de ce potentiel-là en top 14 parce qu'il a existé, il est là, on sait qu'on a la structure économique pour pouvoir le supporter. Mais c'est aussi beaucoup cette attente qui fait que les gens se suffisent pas et oublient de dire que le club, c'est bien plus large que simplement l'équipe première. Mais ça dépend aussi parfois d'un partenaire. Donc on sait qu'un partenaire historique, Sogeti, ne renouvelle pas son partenariat. Ça fait partie des inquiétudes aussi du public, de ceux qui vous suivent. Oui, ça peut pour assurer le public, alors moi je n'avais pas rentré dans les conditions financières ou autres. Le président le fera. Voilà, mais pour assurer tout le monde, on n'a pas vocation à rester en Pro D2, on n'a pas envie d'y rester des plombes. Et notre objectif, c'est de retrouver l'élite, forcément. On ne sait pas combien de temps ça prendra, mais comme je disais en préambule, l'objectif, c'est déjà de construire une équipe compétitive. Une équipe compétitive qui fait que le jour où on doit remonter, on l'affinera, mais on jouera, si possible, un maintien avec nos armes. Aujourd'hui, de vivre une saison à la Oyonnax ou sans faire un jour à Oyonnax parce qu'ils sont en train de se relever, ils font un truc super là sur la fin de saison, mais de gagner 2 matchs sur une année avec un stade qui se déserte un petit peu et des gens qui se dépassionnent un peu pour leur équipe,
Voilà, moi je préfère qu'on soit voilà, dans l'humilité, dans le travail, dans l'ombre, construction d'une équipe. Voilà, ça prend du temps, mais comme je dis, 22 départs, nouveau staff, voilà, c'est pas un claquement de doigts que ça se reconstruit et qu'on est du jour au lendemain hyper performant, quoi. D'accord. Bon, allez, pour citer ne serait-ce qu'un exemple de la réussite de ce que fait Franck Orillon, je ne sais pas si on peut retrouver les images, mais il y a ces fameuses festivités des Jeux Olympiques, du cinquantenaire des Jeux Olympiques de Grenoble, dont tu as eu la charge. Donc, c'était toi qui étais chargé d'organiser un peu ces festivités dans le cadre des missions que tu as à la ville de Grenoble, hein, puisqu'on rappelle, tu as un emploi à la ville de Grenoble. Voilà. Et donc, l'anniversaire, donc les 50 ans de ces Jeux, il a fallu que tu montes un projet avec des tas d'acteurs un petit peu partout, un monde qui n'était pas forcément connu d'ailleurs pour toi. Tu as rencontré plusieurs personnes, tu as dû prendre des décisions aussi, des décisions en termes de pourquoi pas faire venir les athlètes de Pyeongchang directement à Grenoble plutôt que de passer par Paris cette fois-ci. Donc voilà, tout ça, c'est toi et ça s'est particulièrement bien passé. Aujourd'hui, oui, si on regarde le bilan des 50 ans des Jeux, c'était ultra positif. On est parti de loin. Ça a pris 1 an et demi, mais on a réussi à mettre les gens autour de la table. Et ça a été un projet collaboratif, collectif. Et c'est ça qui est enrichissant et intéressant. C'est que voilà, ça a été une belle aventure. Moi, j'ai rencontré plein de gens autour de ce projet. Effectivement, bon, on m'a peut-être pris un peu pour un fou parfois, avec notamment cette idée de faire revenir les champions de Corée à Grenoble et pas par Paris. Mais à la sortie, c'est un succès terrible pour le Grenoble, pour la région, pour le territoire. Et oui, les valeurs de l'olympisme aussi ont été véhiculées tout au long de ce mois de février à travers ces 4 événements, le 6 février, le Palais des Sports, le retour des athlètes et puis le gala de patinage au Palais qui a été un succès énorme. Donc, mais oui, ça a pris du temps, ça a été long. Au départ, on ne savait pas trop vers où aller, mais c'est un peu un projet similaire avec le club. Moi, je sais où c'est je veux amener ce club. Ça va prendre peut-être un peu de temps. Mais voilà, on a une équipe, on a des gens qui travaillent pour ce club, qui aiment ce club et qui ont envie d'avancer. On va tous dans la même direction, ça c'est déjà pas mal. Donc voilà, on a des gens autour de la table qui sont volontaires et qui vont tout faire pour arriver à atteindre cet objectif-là de retrouver l'élite du rugby français. Voilà, tout simplement. Bon, en tout cas, pour avoir vécu pleinement ces festivités, on y croit tout à fait. Est-ce que finalement le projet du club, il n'a pas déjà ce visage-là quand on parle de moyen terme? Je ne sais pas ce que tu en penses. Ce sont des garçons que tu connais, que tu as connus même d'ailleurs tout petit pour certains. Donc c'est le choix en tout cas que tu as fait, Stéphane, donc avec le numéro, c'est numéro combien cette fois-ci? C'est déjà le numéro 7, donc rugby entre Rhône et Alpes, donc ce nouveau magazine qui sort périodiquement donc durant l'année, le mag de tous les rugby entre Rhône et Alpes, comme le porte son nom. Pourquoi ce choix de une? Tout simplement, on voulait mettre à l'honneur la nouvelle génération du FCG, parce qu'effectivement, on est complètement en phase avec ce que vient de dire Franck. Je pense que si le FCG veut rester pérenne au plus haut niveau, c'est avec ses jeunes, c'est avec sa formation qu'il pourra le faire. Et nous, on avait envie de les mettre en valeur, parce qu'on n'a jamais eu autant de jeunes de talent dans ce club. Et au plus haut niveau, Franck en a parlé tout à l'heure, puisqu'ils sont pour la plupart en équipe de France. Donc voilà, on voulait les mettre en valeur parce qu'on pense que c'est le futur et c'est presque le futur immédiat parce que la plupart jouent en équipe première. Avec, comme on le voit toujours, ces petites surprises, Jean-Michel Aulas, qui est notamment ici dans ce numéro. On rappelle, c'est le rugby, pas que le rugby pro, ce sont tous les rugby sur le territoire. Tout à fait. Donc Jean-Michel Aulas, on voulait avoir un acteur du sport régional, donc en l'occurrence le président de l'OL, qui nous parle du rugby, parce qu'en fait, il faut savoir, et en lisant l'interview, vous allez le découvrir, qu'il aurait aimé investir dans un club de rugby, du côté du Loup aussi, mais à un moment donné, il s'était même rapproché de Bourgoin. Voilà, donc c'est une belle interview. Et puis évidemment, tous les rugby. On parle notamment de ces clubs qui ont été champions de France. On s'est aperçu que... en fait, c'est l'histoire de tous nos clubs dans la région. À un moment donné, un club a été champion de France, que ce soit dans les petites séries, que ce soit chez les jeunes, que ce soit chez les filles, que ce soit chez les seniors. Voilà. À un moment donné, dans une carrière, dans un club, il y a eu une histoire, une belle histoire, et on a voulu la raconter autour du bouclier, parce que finalement, il n'y a rien de plus beau que de soulever ce bouclier. Et quel que soit le niveau, l'émotion est la même. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de raconter, et ça fonctionne plutôt bien, parce qu'on a de très belles histoires.
Avec ceux qui ont fait aussi le rugby, avec ces anciens, avec ces mémoires de notre rugby, notre tradition rugbystique sur le territoire. Mais exactement, on a une région qui est incroyablement riche en termes de rugby, que ce soit dans le passé, on a énormément d'anciens internationaux encore qui sont dans la région. Pas plus tard que dans le journal au Dauphiné Libéré, on a une interview de Guy Cambera-Béraud qui nous parle des 50 ans du Grand Chelem 1968, qui en plus, hasard du calendrier, le dernier match avait eu lieu à Cardiff. Donc Guy, qui est de la Voulte, évidemment, nous parle de ce match incroyable qu'il n'aurait jamais dû jouer. Et tout vient d'un match à Grenoble. Là aussi, je vous conseille la lecture, vous verrez. C'est assez extraordinaire comme histoire. Mais oui, on a des anciens, on a des plus jeunes, on a les féminines, on l'a dit. Elles sont en plein développement et nous, on y croit vraiment beaucoup. Donc il y a toutes les bonnes raisons pour être une vraie terre de rugby et avoir un club de haut niveau, c'est évident. Par rapport à tout ce qu'on a dit justement tout à l'heure, et toi qui en as vécu aussi des phases de ce FCG, qui a vu jouer Franck, hein, donc il n'y a pas très longtemps non plus, voilà, et qui suit encore régulièrement chaque jour dans les pages du Dauphiné Libéré et à Grenoble et dans toutes les éditions, on le rappelle. On rappelle aussi que tu suis le 15 de France, donc effectivement avec cette vision transversale que tu peux avoir toi aujourd'hui, ce qu'on a dit là aujourd'hui, ça résonne. Mais évidemment, moi, ça me plaît. Franck, on se connaît depuis un bon petit moment et on sait qu'on partage évidemment la même perception du rugby et en tout cas de ce que doit être un club de rugby de haut niveau. Donc voilà, moi, c'est évidemment des choses qui me plaisent. Il faut miser sur la formation. Encore une fois, il y a quelques années, on avait fait une sorte de 15 idéal de joueurs qui avaient été formés à Grenoble. Je peux vous dire que c'est impressionnant. Et il n'y avait pas tous ces jeunes d'aujourd'hui. Il y avait du beau monde. Il faut savoir que des garçons comme Sylvain Marconnet, Vincent Clerc, Olivier Brouzet, tous ces joueurs ont été formés à Grenoble. Ils ont fait la plupart de leur carrière dans d'autres grands clubs, tant mieux pour eux. Oui. Et sans TC, Vincent Clerc ne les a pas forcément marqués qu'à Grenoble. Non, mais voilà, ce sont des joueurs qui ont été formés au FCG. Donc on a de tout temps, depuis, ça a été le premier club formateur, ça a été le premier à ouvrir un centre de formation. Et donc, ça se bagarre avec Toulouse, mais c'est Grenoble. Il y a pas de c'est Grenoble, normalement c'est Grenoble. Quelle capacité aujourd'hui on a à garder ces jeunes joueurs au sein du club, au sein du microcosme grenoblois? Mais c'est tout déjà par rapport à ça, je pense que ce serait utopique de dire qu'on va s'appuyer que sur la formation. Je pense que pour construire une équipe compétitive, il faut qu'il y ait des jeunes issus du club forcément, mais de se dire on va s'appuyer que sur les jeunes du club, c'est utopique. Il faut, moi j'aime bien cette notion un tiers, c'est-à-dire un tiers de garçons expérimentés, des historiques, les Fabien Alexandre, les Lucas, tous ces garçons-là, qui connaissent le club, des jeunes qui montent et qui amènent leur fraîcheur, leur dynamisme, leur envie, mais qui découvrent aussi et qui apprennent. Et puis un tiers de garçons expérimentés venant de l'extérieur. Je pense que l'équilibre, il est là à trouver aussi. De se dire, la formation, que sur la formation, oui, c'est un secteur très important du développement sportif du club. Et on va tout faire pour continuer à en faire monter. Et on a des potentiels qui arrivent derrière. Mais de se dire, on va construire une équipe FCG avec 90% des gamins du club, c'est utopique. Et comment les conserver aussi, c'est très difficile aujourd'hui. On sait très bien qu'il y a des garçons qui sont très ambitieux dans cette photo-là, qui sont pour la plupart internationaux, qui sont déjà aujourd'hui contactés par certains clubs de top 14 et qu'on aura des difficultés à les conserver. Mais au moins, on sera allé au bout du projet avec eux. C'est ça les challenges, c'est aller au bout du projet avec les garçons. Allez, merci beaucoup de nous en avoir dit un peu plus sur ce bon tiers, donc, on le disait, qui fait la une de rugby entre Rhône-et-Alpes, qu'on trouve dans toutes les bonnes crèmeries comme d'habitude, un petit peu partout. Fait. Merci beaucoup d'avoir présenté ce numéro avec nous, Stéphane. Guillaume, on te retrouve très bientôt ici sur ce plateau. Merci encore à toi. Et puis Franck, bonne chance pour le court, le moyen, le long terme, pour toutes ces aventures. Merci de nous en avoir fait profiter ici sur ce plateau. Et vous, merci encore de votre fidélité. À mercredi prochain. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'était Terre de rugby avec Grenoble Alpes Métropole.